Bonjour et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver en ce 16 avril, journée qui coïncide avec la célébration de la journée du savoir. On attribue justement cet éveil du savoir, de la connaissance à Cheikh Ibn Badis, un des rares justement réformateurs de l'histoire des exégètes de l'Algérie. Donc cet homme érudit, cet homme de foi, cet homme résistant parce qu'il a entamé justement ou donné les premiers jalons à la résistance intellectuelle dans notre pays, méritait justement tous les égards et méritait d'être associé à cette journée du savoir pour avoir éclairé les esprits à son époque. Il a vécu entre 1989 et 1940 et pendant 50 ans, il n'a eu de cesse de crier haut et fort l'identité algérienne et puis aussi le devoir de l'Algérien de se réveiller face à cette nuit coloniale qui lui a imposé l'acculturation à travers plusieurs aspects. Donc justement, plusieurs aspects, mais je dirais aussi plusieurs fléaux introduits dans notre société auxquels justement a fait face Cheikh Al-Allama Ibn Badis de fort belle manière en fédérant les voix de la résistance. Alors aujourd'hui, nous parlerons de cette journée du savoir à travers la présence parmi nous d'une dame qui incarne justement toutes ces personnes qui veillent au grain, au développement technologique, au développement de la recherche dans notre pays. Il s'agit en l'occurrence de Madame Meya Sherfaoui, sous-directrice du développement justement des technologies. C'est au sein du ministère de la Recherche scientifique de l'enseignement supérieur qu'elle exerce et elle nous parlera justement de cette célébration placée sous le thème cette année de l'intelligence artificielle. Alors par ailleurs, nous sommes le 25e jour du mois de Ramadan et en ce 25e jour, on se prépare à la célébration de la veillée du 27e jour, Laylat 27 ou Laylat al-Qadr. Et bien sûr, cette nuit, chez nous, correspond justement à la récitation du Coran, à la clôture de la récitation du Coran, mais aussi à toutes ces cérémonies de circoncision qu'on a coutume justement de préparer pour cette veillée en particulier. Donc aujourd'hui, nous parlerons de circoncision, donc en ouvrant un volet santé, cette fois-ci avec le docteur Heikel, ou le docteur Heikel Mebarek, sa spécialité chirurgie générale. Il nous permettra d'avoir les meilleures orientations ce matin pour préparer nos petits bambins à ce moment très spécial dans leur vie. Alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, comme d'accoutumé, nous retrouverons également Aïda Meshri qui nous parlera de cette phase de 3e trimestre entamée par les enfants et les écoliers et justement comment les armer contre un échec qui les guette bien sûr à tout moment. Donc, et puis nous retrouverons également nos amis Yazidait Mahidine, Mariam Oussaïd et Jawdet Gessouma, le trio de la fin chaque dimanche. Donc chacun d'eux développera ses thématiques, Yazid pour ses coups de gueule et ses coups de cœur, Jawdet Gessouma donc pour nous parler de l'actualité littéraire et puis Mariam Oussaïd, elle nous parlera des vertus des plantes. Merci encore une fois d'être avec nous en ce 25e jour de Ramadan. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Tout de suite, pour ceux qui ne le savent pas, un point météo vous attend aujourd'hui. Il est signé Amel Laribi, j'ai failli dire Mina Abed. Alors Amel Laribi, c'est pour tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Voilà. Elle est là, toute souriante, elle s'est marrée parce que j'ai trébuché, c'est un mot. Ouais. Comme d'accoutumé. Comme d'accoutumé, oui. Allez, on remet les vitesses en place. Et on y va. Et on y va d'abord pour un point météo, bien sûr, dans lequel vous nous donnerez justement les nouvelles du ciel. Les cartes ne sont pas en place, je pense qu'on ne devrait pas commencer par les... Non, on va commencer par la prévision, s'il vous plaît. On va commencer par la prévision d'abord et non pas les chiffres et les températures, s'il vous plaît. Donc, pour aujourd'hui déjà, oui. On va commencer par le temps. Donc pour aujourd'hui, Radia, on aura de la brume matinale sur les côtes ouest
l'ouest également sur les régions de l'est. Puis le ciel restera dégagé à l'ouest et au centre, mais partiellement voilé sur les régions de l'est. Par contre, la moitié sud, eh bien, le ciel restera localement nuageux avec des foyers orageux qui peuvent engendrer quelques pluies durant la journée, plus exactement l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Ailleurs, rien à signaler. Le temps restera plutôt dégagé et à noter des semaines de sable vers le Nord Sahara, les oasis, l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Et maintenant, les températures, eh bien, elles seront plutôt élevées sur les régions de l'ouest. Et Météo Algérie a prévu un maximum de 29 degrés du côté de Tlemcen, 28 Rolisane, 25 à Oran, 21 à Alger, 22 à Al Bayad, 19 Djelfa, également à Naba, 16 degrés du côté de Sétif, 18 Batna au sud, 27 degrés à Biskra, 29 Gardaya, 28 du côté de Janet, 30 à Tamanrasset, 38 Adrar, également Tindouf, 37 à Insalah et le maximum cette fois-ci à Borj Beti Mouhtari Ingzam avec 40 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera très agitée sur les côtes centre et est, agitée sur les côtes ouest, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest et centre. Les vents seront de secteur est à nord-est sur les côtes ouest et ouest à nord-ouest sur les côtes centre et 40 à 50 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. On va faire un petit voyage cette fois-ci du côté de l'Europe où le temps restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Londres, également Paris. Des pluies prévues à Berlin, Vienne, Rome. Un temps nuageux à Moscou et Kiev, plutôt bien ensoleillé. Vers la péninsule ibérique, le mercure affichera 13 degrés à Paris et Berlin, également à Vienne, 11 le minimum à Moscou, 14 à Kiev, 19 à Istanbul, 25 à Madrid et enfin le maximum cette fois-ci à Lisbonne avec 28 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Radia. Et c'est vrai que les températures sont très agréables du côté de l'Europe pour les jeunes. Oui, ça va. Voilà, donc l'Europe qui est passée à l'heure d'été. Les températures clémentes, oui. Oui, mais l'Europe est passée à l'heure d'été, donc oui, on a tout un récemment. Décalage, les jeunes ont eu l'impression au départ de rajouter une heure. Oui. ce qui peut paraître pénible, en fait, le volume horaire est toujours le même, il y a juste ce décalage. Ouais, bon, on leur souhaite bon courage et bon jeune, où qu'ils soient en Europe. Donc tous ces Algériens qui nous regardent ce matin, un salut particulier. Donc merci d'être avec nous. Nous continuons donc notre petit bonhomme de chemin en vous offrant tout d'abord une chanson louange au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à travers une chanson très célèbre prise par tous les interprètes. Donc il s'agit d'Al Burda, donc ce très beau poème qu'on va découvrir ensemble. En tout cas, merci d'être avec nous et tout de suite, vous venez d'écouter cette belle chanson, cette belle reprise d'Al Burda, chantée, interprétée par Monsieur Curtis ce matin. Donc le temps pour nous justement de recevoir Aïda Mechri. Elle est bien installée pour vous servir ce matin. Bonjour Aïda. Bonjour Radia. Ravi de vous retrouver ce matin. Partagé, comme d'accoutumé. On s'est vu en coulisses un petit peu. Tout à fait, on mais a sur glissé. Le plateau, c'est autre chose. J'ai l'impression qu'on se revoit. C'est une autre rencontre. C'est une deuxième rencontre en tout cas. Voilà, votre sourire va permettre d'apaiser certains esprits qui sont tourmentés par le spectre ou justement cette hantise de l'échec. Je crois que c'est le moment justement de parler de ça. Vraiment commencer un troisième trimestre, reprendre juste après les vacances scolaires, reprendre juste après aussi les événements, plusieurs événements, y compris le jeûne de Ramadan. Il y a un rythme qui a changé dans le sommeil, dans les habitudes. Il y a quelque chose comme ça qui habite un peu les gens se retrouvent
un peu éloignés, loin de leur objectif, loin de leur rythme. Comment vraiment les booster, ramener ces élèves à reprendre un peu l'énergie, le force, surtout par rapport aux classes d'examen. Comment vraiment booster ces parents pour qu'ils puissent vraiment redonner dynamisme et redonner vie à leur rythme et dans le vécu, dans tous ces pratiques et ces rituels. Je crois que c'est le moment de parler de quelque chose là, un sentiment qui nous habite souvent, c'est de ne pas réussir à un échec. Et à partir de là, c'est bien de s'arrêter juste pour voir le phénomène, l'étudier, mais aussi comment se projeter pour rebondir et comment saisir ces moments d'échec et justement les accepter pour qu'on puisse les capitaliser comme des expériences de vie qui vont nous permettre de nous comprendre, mais aussi de saisir un peu les aléas, les obstacles, la vie. On apprend comment vraiment redonner de l'énergie pour qu'on puisse vraiment, voilà, avoir de meilleures notes, avoir un meilleur projet. Un meilleur projet, une meilleure morale aussi, c'est aussi réussir sur un plan professionnel. Ça aussi, c'est très, Oui, très important. Absolument, parce que c'est vrai que déjà, pour toute peur dans la vie, la peur nous empêche d'avancer. Oui. Parfois, on est même tétanisé, parfois, on est tellement paralysé. Ça nous freine. C'est un gros frein, la peur. Oui. Et justement, comment faire pour dépasser, pour enjamber cet obstacle, comme vous dites? Magnifique. Ce qu'il faut retenir ou souligner, c'est que dans nos échecs ou dans les moments difficiles, il ne faut pas que ça touche un peu l'estime de soi. Il faut faire très très attention parce que si on est blessé de l'intérieur, s'il y a quelque chose qui ne va pas de l'intérieur, il y a quelque chose qui va nous inhiber, nous figer dans un mode de fonctionnement là où on n'a plus la force, plus l'énergie, et puis il y a un enchaînement d'idées négatives qui va s'installer, que je ne peux pas, je ne sais pas, je ne saurai jamais, c'est difficile, il y a quelque chose de l'ordre de moi, dans sa construction, dans la personnalité de l'individu qui va donner ces ondes négatives de l'intérieur. Et à partir de là, il faut faire très très attention, surtout par rapport aux enfants, par rapport aux adolescents aussi, qui sont très fragiles, très vulnérables. Il faut faire très attention pour que ça ne colle pas leur estime. Il faut que tout de suite, donc, quelles sont les bonnes phrases à introduire comme c'est ça l'expérience elle-même, c'est des notes, c'est un examen, c'est un moment difficile, on peut le dépasser. Tu as les qualités qu'il faut, mais tu n'as pas trouvé le moyen pour rebondir. Tu n'as pas su capitaliser un tout petit peu ton énergie actuellement, malgré que tu es fort et que tu as su. On associe toujours vers les réussites de la vie. On lui rappelle ses réussites un petit peu. C'est comme l'amour un tout petit peu. Les parents ne savent pas trop dire « je t'aime mais je n'aime pas ce que tu fais ». Généralement quand elle ne réussit pas, là « je t'aime pas, je ne supporte pas ça ». On englobe le tout total dans ce qui est comme enfant avec ce qu'il a fait. Et là, ça peut nuire un peu à son fonctionnement. Souvent les enfants, dans les entretiens, dans les rencontres, ils se projettent dans l'échec. Ils disent « c'est à cause de moi ». Cette culpabilité qui s'installe peut détruire un peu l'énergie qu'ils ont de l'intérieur. Non, ça n'a rien à voir. La vie n'est pas parfaite, on ne peut jamais réussir du jour au lendemain, c'est un apprentissage, mais aussi ce sont ces expériences qui vont nous donner la différence entre un enfant qui ne sait pas, vers un adolescent qui maîtrise un peu plus, vers un jeune homme qui a la force de faire, vers un adulte qui a la responsabilité de réussir. Je crois que chaque cycle, il nous donne un peu la maturité qu'il faut. Alors vaut mieux détacher un tout petit peu de tout ce qui est estime de soi. On est ce qu'on est, on sait, on a appris, on a nos valeurs propres et puis notre estime qui est là. Moi, j'ai envie de rajouter encore une couche ou une phrase aussi. Moi, j'aurais dit un troisième trimestre, c'est quand même une seconde chance. Absolument, absolument. Mais aussi, c'est une synthèse. C'est une possibilité de faire et de se rattraper. Absolument. Je crois que c'est là où on peut dire il faut saisir un tout petit peu ces moments pour vraiment analyser ce qui n'a pas marché, ce qui était problème, pourquoi ça n'a pas donné. Parce que vous savez, ce qui nous manque dans les échecs, c'est qu'on se mette vraiment face à face et qu'on puisse accepter. Souvent, on a plus la tendance de dire c'est lui, l'autre, vous m'avez pas donné, il m'a manqué à cause d'une enseignante, à cause d'un chemin très long, à cause de beaucoup de choses, un cahier qui a manqué. Mais dans l'histoire, c'est
vraiment être sincère avec soi-même. Et puis, lever le voile et permettre à l'enfant d'être l'adolescent, je dirais, un peu plus, qui a cette difficulté de pouvoir vraiment s'afficher et se parler dans un miroir. C'est avoir la force de dire, ça, je ne sais pas faire, ça, j'ai manqué. Il faut au préalable lui dire, on est là, dis-nous ce qui ne va pas, où est-ce que tu cales, qu'est-ce qui est plus difficile, il faut poser les bonnes questions peut-être. Il faut juste prendre l'intonation de votre manière d'apporter ces questions soulage énormément au lieu de dire tu n'as pas su faire, pourquoi tu as... Comment je peux t'aider peut-être. Voilà, lui permettre lui de faire le cheminement vers cette découverte au lieu de l'étiqueter. Parce que rapidement, nous, on a par expérience et puis par l'âge et puis par voilà, intuition, on comprend notre fils ou notre fille pourquoi elle n'a pas réussi. Les écrans, voilà, un rythme, les heures de révision, un peu d'exercice, manque de sommeil avec nourriture, ça peut nuire aussi. Il y a beaucoup de choses. Mais si on les affronte avec ces défaillances, ils ne vont pas les accepter. Probablement que faire le cheminement inverse, c'est de leur permettre de trouver les mots et juste de stimuler un tout petit peu cette prise de conscience. Mais c'est ça le travail, une thérapie, ce n'est pas dicté, hein, ce n'est pas vraiment... Même si pas des sciences exactes, effectivement. Voilà, mais aussi ce n'est pas aussi coaché, même si le coaching, ça aide énormément et puis ça donne des solutions. Mais la vraie thérapie, c'est que l'individu prend conscience qu'il puisse faire le mouvement de changer son comportement de A à B. Et puis ce changement qui devient thérapeutique. Sinon, on ne va pas changer, on va se répéter face aux erreurs, face à la vie, face à la peur, face à l'échec. Il faut dire que maintenant, il y a des coachs de développement personnel qui interviennent même dans la petite enfance, travail extraordinaire. Dans l'adolescence. Donc, quand on peut se permettre les services justement d'un coach personnel, ça peut être élément de boost, élément de... Moi, je vais juste associer quelque chose. Trouver un coach quand il y a le désir de bouger, ça c'est l'idéal de l'idéal. Parce qu'il y a une demande de soi et puis une prise de conscience et le coach qui va bien sûr nous soutenir pour qu'on puisse vraiment sauter. Parce qu'avec les parents, il y a parfois ce voile dicté par la pudeur qui nous empêche peut-être d'avouer des choses où on a envie de se montrer sous son meilleur jour face à ses parents. Ajoutons encore quelque chose de plus vers les parents ados. Ajoutons encore les filles, je sais pas moi. Ajoutons encore une phrase qui est très importante. L'adolescent, quand il prend conscience qu'il peut faire et puis voilà, il a les épaules larges et une tête haute comme ça qu'il peut dire oui, non. Eh bien, les premières victimes, ce sont les parents. Il fait tout pour les secouer, pour prouver réellement qu'il a la maturité de faire. Et puis ça, c'est la spécificité de cette tranche d'âge. Donc même s'il ne peut pas, mais voilà, dire oui, il va dire non, il va dire le contraire. Et c'est sa manière de s'affirmer et puis de trouver les mots. Je crois que la sensibilité de cette phase, c'est justement de ne pas s'affronter. Et plus particulièrement, il s'agit d'un parent de l'autre sexe. Ça veut dire père, fille, ou le père est garçon et la maman avec la fille. Souvent, voilà, on a comme quelque chose comme ça qui clash. Il y a quelque chose qui ne marche pas parce qu'il y a un rythme quand même qui fait que la leçon, la morale et puis la vie, la responsabilité de parents fait qu'on prend le dessus. Et ça, on peut nuire un peu à ce rythme des ados. Laissez les épaules larges, laissez cette estime, permettez-lui juste d'être là, gardez ce qui est intéressant et utile, les limites. Les limites, non, on ne dépasse pas l'heure, on ne dit pas ce qu'il ne faut pas dire. Une manière d'être ferme, c'est pour ça que les parents, et dans l'éducation, ce n'est pas de crier et de souligner et de se déclencher un peu les conflits, mais plutôt de retrouver quelque chose qui est plutôt ferme, dans un silence. Et puis dans des paroles très simples, claires et qui restent comme des règles. On termine par les classes d'examen justement, Aïda, un petit mot parce qu'on est à un mois, un peu plus d'un mois ou un peu moins d'un mois, je ne sais plus. Non, un peu plus d'un mois, presque 2 mois donc pour les classes d'examen.
Donc cette phase est importante. Quelles sont les meilleures recommandations pour les parents? Ne pas s'arrêter juste sur tout ce qui est négatif. Hein. Tu n'as pas su faire tout ce qui est conflit, tout ça, ça va un peu nuire à nos enfants. Ils ont besoin de quelque chose de très positif pour qu'ils puissent reprendre. Leur permettre de retrouver un cadre. Un enfant qui n'a pas les repères dans tout l'espace de révision, qui n'a pas les outils, qui n'a pas les livres, qui n'a pas moi je dirais les bonnes adresses, là où il peut retrouver les pairs, retrouver aussi les enseignants qui peuvent vraiment lui permettre de trouver un peu cet équilibre. Je crois que ça va nuire énormément à cette rapidité, à ce tournant. Donnez-lui les outils qu'il faut dans une force extraordinaire et puis permettre à son miroir de lui dicter un tout petit peu ce qu'il faut éviter. Et puis se focaliser sur deux choses. D'abord, un projet. On ne peut pas comme ça se lancer dans beaucoup de choses. On ne sait jamais comment commencer, par quelle matière ou comment. Mais avoir un projet, c'est très utile. Et si on parle de projet, on va parler d'objectifs. Des petits objectifs comme ça, dans la réalisation de quelques cours, dans la réalisation d'un devoir, d'un examen, d'une date, lui permettre comme ça de retrouver ses piliers et puis réfléchir comment vraiment consolider cette pensée chez lui, pas chez nous. Parce que nous, c'est le stress qui va prendre le dessus et on a comme l'impression qu'il faut vraiment le booster, il travaille à sa place. Je ne crois pas que c'est la meilleure formule, mais plutôt il faut surtout contenir son propre stress parce qu'en général, quand les enfants passent le BEM ou passent le bac, on le repasse avec. Eh ben oui, quand on est c'est exactement ça. Il faut savoir juguler ce stress et le garder pour soi. Voilà, et afficher toujours le meilleur visage. Être juste présent pour lui permettre de mettre le paquet et le stimuler dans le positif. Je crois que c'est le bon tournant pour vraiment s'impliquer, mais avoir ce désir réel, c'est ce désir qui va nous permettre bien sûr de sauter plus haut et de réussir et de transformer l'échec vers une réussite, Inch'Allah. Merci infiniment. Sur ces belles paroles, on va clore notre rencontre aujourd'hui, Aïda Mechli, et vous ne serez pas certainement contre moi d'introduire quelques moments de loisirs pour détendre justement l'atmosphère. C'est ce que font en général les écoliers en ce mois de Ramadan. Ils ont des loisirs particuliers liés à ce mois sacré de Ramadan. On va découvrir un petit peu lesquels sont-ils à travers l'exemple d'une école qui se trouve à Douaira. Et c'est Samia Bouarour qui s'y est rendue. Et en voici le compte rendu. Le Ramadan est un mois sacré. Il est important donc que les enfants comprennent sa signification et sa valeur d'une manière douce et ludique. Une façon pour leur apprendre les bonnes conduites, le sens de partage et de solidarité dans une ambiance conviviale. Chaque année, on prépare une décoration. On fait apprendre les enfants comment faire salat, le wudu, l'umra, tawaf ala al-Kaaba. Ils ont appris aussi ad'iyat à Ramadan, des chansonnettes aussi. Voilà, on a fait des ateliers. Ils ont appris comment on fait qufat à Ramadan pour apprendre zakat, le musa'ada et tout. On a fait aussi des ateliers de cuisine. Elles préparent des trucs à Kaya concernant Ramadan. Hilal à Ramadan aussi, c'est les enfants qui ont préparé le Hilal avec le petit. Dans cette école maternelle à Douira, les enfants apprennent plein de choses, comme la Sira Nabawiya, les bases de la prière, les douas et autres. La crèche, c'est une base. إذا تعلم les premières étapes تاع الإسلام تاع التربية تاع التعليم تاع الثقافة تاع الأخلاق الحميدة الطفل ينمو بنمو ما شاء الله
Ce mois sacré aussi est l'occasion pour mettre ses enfants dans le bain des traditions, où ils peuvent voir et toucher de près des pièces représentant le patrimoine, à travers les tenues traditionnelles, les mets, les gâteaux, comme ces qardettes que l'on organise souvent pendant les veillées agréables du mois sacré de Ramadan. هذا الفانوس تعلم صلاة تعلم دعاء نحب بزاف ليكول تاعي نحب رمضان خاطر يعلمونا بزاف الحاجات يعلمونا القرآن الصلاة كيفاش نحجوا شوف ايش خلاك خشبة تاعنا هذا هلال رمضان. Aider l'enfant à apprendre en jouant et en s'amusant est une manière de le laisser assimiler les bonnes bases pour un bon développement physique et mental. Qu'est-ce qu'ils sont mignons, ces petits bambas. Donc c'est vrai que c'est une belle manière d'introduire toutes ces notions liées à notre religion, à nos habitudes, à nos coutumes et nos us et coutumes également. Donc, et justement, l'une des plus belles soirées de ce mois de Ramadan, c'est la veillée du 27e jour. Une veillée qui aussi permet des moments de partage exceptionnels au sein des familles, au sein des communautés, puisqu'on célèbre la circoncision de façon collective dans certaines régions du pays, notamment à Ghardaya par exemple, dans la vallée du Mzab ou encore dans les régions du sud. Et puis, bien sûr, depuis quelques années, on essaye de mettre des jalons pour préserver la santé des enfants parce qu'il y a eu quand même énormément d'erreurs accumulées au fil des ans. Aujourd'hui, nous allons parler du côté santé par rapport à la circoncision avec la présence parmi nous du docteur Heikal Mbarek. Bienvenue. Votre spécialité, c'est la chirurgie générale. Chirurgie générale. Donc j'imagine que durant cette carrière, vous avez été l'un des acteurs très prisés par rapport à cette circoncision. Tout à fait. Donc je vous remercie pour votre invitation. On est ravis de vous recevoir. En fait, la circoncision, je pense que c'est la base de tout praticien en chirurgie. Donc il y a des milliers de circoncisions qui sont faites chaque année dans un cadre rituel ou autre. Donc bon, généralement c'est dans un cadre rituel pendant la période du Ramadan, mais parfois nous sommes amenés aussi à faire des circoncisions dans un but médical pour des enfants qui ont des phimosis. Et parfois, en fait, les gens doivent savoir que la circoncision parfois peut être différée également quand il s'agit de malformations, par exemple congénitales au niveau de la verge. Notamment l'hypospadias, la circoncision à ce moment-là est différée, elle est faite dans un autre environnement car la peau de la verge, le prépuce, en fait, il faut attendre le développement. Est utilisé en fait pour reconstruction, Donc ça, je dirais, c'est un petit peu des détails techniques. Le commun des mortels pense que c'est un acte qui est banal. Bon, nous chirurgiens, on dit toujours que ça reste quand même une intervention chirurgicale. C'est une intervention chirurgicale à part entière. Tout à fait. Et il est bien de le rappeler, donc assez souvent, qui nécessite un environnement particulier. Donc cet environnement a été, je dirais, rappelé par des instructions ministérielles suite à un accident qui est paru en 2005, où il y a eu 7 enfants qui ont été, je dirais, victimes de mutilation lors d'une circoncision collective, ce qui a appelé à une instruction ministérielle de juillet 2006 qui a rappelé en fait les conditions dans lesquelles doivent être faites ces circoncisions, à savoir, donc, première condition, qu'elles soient faites d'abord par un chirurgien. D'accord. Donc un chirurgien qualifié. Cela implique une connaissance de la morphologie, c'est ce qui est de l'anatomie humaine. De l'anatomie humaine, de la prise en charge, donc de la prise en charge de l'acte en lui-même, qui est un acte, donc comme on le dit, qui est chirurgical. Donc il peut y avoir des saignements, il peut y avoir des plaies, il peut y avoir aussi des défauts de cicatrisation, il faut savoir aussi gérer en post-circoncision. Donc tout ça, il n'y a qu'un chirurgien qui puisse le faire. Et que ça soit fait par un chirurgien dans un environnement chirurgical, donc ça implique un bloc opératoire,
Ça implique également que ce soit ou un établissement public, voilà, hospitalier, des règles d'hygiène très... d'asepsie, je dirais, voilà, assez strictes, mais également la présence d'un médecin anesthésiste, qui est une condition aussi importante que la présence du chirurgien, qui est le seul à même de gérer d'éventuels effets secondaires d'une anesthésie, quelle qu'elle soit, et qui puisse, je dirais, mettre à l'aise le chirurgien pendant l'exécution de son acte. Donc, techniquement, donc la troisième élément qui a été également émis par cette instruction, c'est aussi qui a été, je dirais, imposé par cette instruction, c'est la nécessité d'un bilan préopératoire. Alors, bon, le commun des mortels parle du bilan sanguin, mais il y a aussi le bilan clinique. Il faut que l'enfant soit vu par le chirurgien. Parce que vous pouvez aussi diagnostiquer que ce soit une hernie, une ectopie que vous allez traiter dans le même temps opératoire. Oui, vous avez cité quelques anomalies tout au début. Voilà. Et elles ne peuvent être visibles que par un chirurgien qui a l'habitude aussi de les diagnostiquer. Deuxième chose, donc, le bilan sanguin, qui est le bilan le plus important. Il faut savoir que lors des circoncisions, 7% des hémophiles sont diagnostiqués lors d'une circoncision. Donc ça implique également donc, un bilan complet, un bilan de la coagulation. Ne pas diagnostiquer une hémophilie implique un saignement qui ne va pas se tarir. Donc la vie de l'enfant peut être en danger. Donc est-ce que l'hémophilie empêche l'acte lui-même ou est-ce que... C'est une très bonne question d'ailleurs. En fait, il n'empêche pas l'acte en lui-même, mais je dirais, il le met en différé avec prise de certaines précautions. À savoir un facteur 8, facteur 9 qui sont en fait les facteurs de la coagulation qui manquent dans cette maladie. Donc on est obligé de faire ça dans un environnement qui soit hospitalier, où l'enfant est déjà perfusé avec des facteurs de la coagulation. Par la suite, on procède à la circoncision et avec une surveillance avec certaines techniques, c'est-à-dire qu'on fera tout à la ligature pour assurer l'hémostase et également bien surveiller en post-circoncision. Voilà, on n'est pas là pour alarmer les mamans, les papas, mais pour leur dire que la vigilance est de mise. Si vous envisagez justement la circoncision de votre enfant, il faudrait le faire dans de meilleures conditions possibles. Et on est là pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire avec Dr Heikel ici présent. Donc on va continuer. On est dans l'acte chirurgical, on doit le faire absolument donc de préférence, du moins dans un bloc opératoire. Et justement, quelles sont les recommandations post-opératoires justement? En fait, ce qui est important, c'est d'abord de savoir que ça reste quand même un acte qui est fait en ambulatoire. Donc techniquement, quel que soit le type d'anesthésie, on pourrait, je dirais, un petit peu éclairer les mamans, les parents par rapport à ça. En fait, on fait ça généralement sous deux types d'anesthésie. Oui. Ou l'anesthésie locale, ou l'anesthésie générale, qu'on dit générale, mais en fait, c'est une anesthésie au masque. Donc, le choix d'anesthésie va dépendre aussi bien du chirurgien que de l'anesthésiste, que du désir des parents. Bon. Une fois que l'acte est fait, en général, on garde l'enfant pendant 1 à 2 heures. Telle manière à voir un petit peu s'il y a un saignement, si c'est une anesthésie générale, est-ce qu'il s'est bien réveillé, si c'est une anesthésie locale, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut régler à ce moment-là. Les soins post-opératoires sont très, très je dirais, basiques. En fait, c'est surtout application d'antiseptiques, de pommades, des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Voilà. Techniquement, c'est le genre de précaution, le genre de prescription qu'on fait en post-opératoire. Ça reste quand même un geste entre de bonnes mains qui est banal. Donc il faut rassurer aussi, comme vous dites, les parents. Mais il faut garder un pansement combien de temps après l'acte lui-même? Personnellement, je ne mets pas de pansement. Parce qu'en fait, le pansement a tendance à coller. Par la suite, pour l'enlever, en fait, c'est toute une gymnastique. Ça fait mal à l'enfant. Vous savez que la prise en charge a complètement changé. On essaie de ne pas trop faire souffrir les enfants. On essaie d'abord de faire quelque chose qui soit esthétique. Oui, déjà. Et techniquement, pour faire quelque chose d'esthétique, il faut que ce soit aussi un chirurgien qui le fasse, parce qu'il a l'habitude, parce qu'il a l'habitude de manier les instruments, etc. Deuxièmement, il connaît le développement de la peau et de quelle manière ça s'opère, effectivement. Deuxièmement donc, par rapport à la cicatrisation, il est à même de juger de la qualité de la cicatrisation et d'apporter tous les moyens pour que cette cicatrisation se fasse dans les meilleures conditions, des conditions optimales.
Ce qui implique un contrôle quelques jours après la circoncision ou combien de jours après le chirurgien reste à la disposition en fait des parents en fonction de l'évolution et en fonction de leurs remarques, de leurs angoisses en fait. Bon, souvent on dit que voilà, pendant les 3-4 premiers jours ça enfle. Donc s'il y a un petit peu d'œdème, il y a des croûtes, il y a certaines phases qu'on explique déjà aux parents pour qu'ils ne s'alarment pas. Très bien. On utilise du fil qui est résorbable. Donc techniquement, même les points qu'on met sont des points qui vont durer à peu près une quinzaine de jours et qui disparaissent. Donc on n'a pas besoin de... Voilà, c'est pas traumatisant. On ne fait pas d'ablation de fil ou on ne met pas de pansement parce que, comme je vous disais, ça colle. Donc on préfère laisser ça. Parce que les enfants, quand ils sont en bas âge et qu'ils vous revoient, ils ne vont pas être très contents de vous revoir. Voilà, justement, ils vont faire le lien. D'où la qualité, en fait, ça reste quand même un traumatisme pour l'enfant. C'est peut-être une joie pour les parents, mais ça reste un traumatisme pour les enfants et qu'ils gardent, en fait, il y a des enfants qui gardent des séquelles psychologiques à vie par rapport à la circoncision. C'est pour ça que certains parents préfèrent qu'on les fasse au masque. En fait, de telle manière à ce que l'enfant ne garde pas une vision justement de cet acte. De cet acte et du déroulement de cet acte, qu'il se réveille et qu'il se retrouve en pleine fête, habillé donc, à la traditionnelle. Et c'est vrai que le vêtement dans nos coutumes est très ample pendant ces cérémonies, de façon à permettre à l'enfant de ne pas être torturé par le linge aussi. Exact. Et donc ça explique ces pantalons très amples ou ces djellabas. C'est ça, c'est fait en fait dans ce sens. Éviter qu'il y ait quelque chose qui colle, je dirais, au site opératoire et qui serait vraiment difficile à extraire par la suite. Donc, moi, je préconise souvent d'ailleurs des bains. Je dis aux mamans, faites les bains à vos enfants. À partir du lendemain, on peut faire un bain tiède. On donne une petite application de crème et ça marche très très bien. En fait, généralement, l'infection en fait n'existe pratiquement pas. En cas de circoncision. Parlons de l'âge de la circoncision, docteur, avant de continuer. Donc, y a-t-il un âge préférable? Qu'est-ce que vous préconisez en tant que chirurgien? Vous savez, là, en fait, on est entre deux cas de figure. De plus en plus, se démocratise, où les parents demandent à ce que leurs enfants soient circoncis à un âge précoce, donc pendant la première semaine de leur naissance. Sur le nouveau-né. C'est pour éviter. Est-ce que ça permet d'éviter le traumatisme uniquement, ou est-ce qu'il y a une autre raison à cela? En fait, c'est une raison qui est plutôt rituelle. Donc, on dit d'abord, on dit que d'abord c'est pour une raison rituelle, mais en fait, c'est pour éviter le côté psychologique et que l'enfant ne se rappelle pas. Après, sur le côté esthétique, un enfant est appelé à se développer, donc à s'envelopper un peu plus de gras, et ce qui fait que les cicatrisations sont souvent un petit peu, je dirais, un peu décevantes. D'accord. Pour ma part, oui. Je dirais, enfin c'est mon expérience personnelle. Après, je préconise aux mamans, aux parents, de penser à la circoncision à partir de, je dirais, la première année, à la fin de la première année. Très bien. L'enfant se verticalise, il est moins enveloppé au niveau du pubis. Oui. Donc on aura un meilleur résultat esthétique. Je parle d'esthétique, bien sûr. Donc vous réfléchissez à l'avenir de cet enfant. À l'avenir de cet enfant et voilà, dans le sens esthétique des choses. Donc en fait, il n'y a pas de règle réellement. On préconise que ce soit dépasser au moins un an, ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Si les parents peuvent attendre jusqu'à l'âge d'un an, c'est l'idéal. Mais je comprends aussi que d'autres personnes veuillent circoncire leurs enfants à un bas âge. Parfois, la circoncision nous est imposée aussi par l'existence d'un phimosis, par exemple, c'est-à-dire d'un rétrécissement du prépuce, qui fait que l'enfant a des difficultés à uriner, il a des brûlures, ça entraîne des infections, des fièvres, donc on est obligé de circoncire à un âge qui soit précoce. Oui, voilà. J'imagine. Alors, oui, justement, mais on a parlé de l'âge idéal pour la limite inférieure, on dira. Y a-t-il une limite supérieure? Donc, est-ce que techniquement, à quel âge on devrait ne pas le faire? Je vous dirais que j'ai fait des circoncisions à tout âge. D'accord. Même en cas de conversion. Donc, oui, les personnes qui se convertissent, oui. J'ai eu des circoncisions chez des adultes de la trentaine. L'idéal, ce serait que ce soit en âge préscolaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant doit pouvoir arriver à l'école en étant, je dirais, comme ses amis. Très bien. C'est comme ses copains de classe, ses camarades de classe. Les enfants parlent beaucoup entre eux. Donc techniquement, il ne faut pas qu'il y ait un rejet ou qu'il se sente un petit peu diminué par rapport à ses camarades. Donc techniquement,
jusqu'à l'âge, allez, on va dire 2 ans, 2 ans et demi, c'est bien. Très bien. Voilà. Alors au début de cette séquence, nous avions parlé d'un accident qui était survenu lors d'une circoncision collective. Que pensez-vous justement de ce type de pratique? En fait, cet accident, moi je l'ai pratiquement plus ou moins vécu parce qu'en réalité, ça avait traumatisé tout l'environnement chirurgical. Donc à l'époque, j'étais à l'hôpital et ces 7 enfants, dont 5 ont été corrigés par des actes de chirurgie plastique, notamment à Bimsous, et 2 ont gardé des séquelles à vie. Donc, bien. J'imagine que votre compassion pour les parents. Oui, parce qu'en réalité, nous sommes tous parents et je vous dirais c'est quand même assez dramatique pour ces enfants parce qu'ils vont être marqués à vie. Ces enfants qui sont des adultes maintenant. Oui. Bien. En fait, les campagnes de circoncision collective, je pense que tout le monde en a fait. Elles continuent de toute façon de. Voilà, et on n'est pas là justement pour jeter l'opprobre sur les campagnes collectives, bien au contraire. Les seules conditions, c'est que c'est clair. Il faut que ça soit fait par des professionnels, dans un environnement chirurgical, avec des conditions d'asepsie, et suite à un bilan préopératoire. Comme indiqué par... voilà, respecter quand même les recommandations du ministère. Là, on vient juste, excusez-moi de vous interrompre, enfin, on vient de finir, donc on est en fin de campagne collective, mais en réalité, on se fixe un nombre, on se dit, voilà, nous sommes plusieurs chirurgiens, donc nous sommes 2-3 chirurgiens par jour à circoncire une dizaine d'enfants. Je pense que ça nous fait à peu près, allez, on va dire peut-être 4, peut-être 5 circoncisions. Au-delà, je trouve que les capacités, en fait, le chirurgien peut être fatigué, l'anesthésiste peut être fatigué, on n'est plus aussi vigilant, le matériel peut ne pas être stérile ou stérilisé d'une manière rapide. Donc, c'est bien de faire des circoncisions collectives, ça permet de soulager les parents, ça permet de circoncire le plus grand nombre d'enfants, mais à condition ça permet aussi des élans de solidarité qu'on comprend pour les plus démunis, effectivement. Mais dans des conditions médicales strictes. Voilà. Très bien. Voilà, je tenais à ce que la recommandation soit transmise ce matin par un médecin. Et c'est essentiel, c'est essentiel pour que ce soit pour la santé de nos enfants, ça reste nos enfants. Vous savez, moi je considère que les enfants que je circoncis sont mes enfants. En fait, c'est une double responsabilité, la responsabilité de l'enfant lui-même et également de ses parents et de sa famille. Un moment de joie ne doit pas devenir un moment de tristesse. Absolument. Et croyez-moi, nous en voyons quand même quelques-uns. Ah oui, hélas, ça continue. Et d'où cet élan de sensibilisation, d'où cette obligation de sensibiliser les parents à travers les médias. Et chaque année, vous l'avez remarqué, le ministère de la Santé rappelle toujours par des notes qu'il y a obligation à ce que ça soit fait dans un environnement chirurgical, etc. Donc cette obligation en fait de répéter chaque année, c'est pour justement sensibiliser les personnes, parce qu'en fait le problème ne va peut-être pas se poser ici dans les grandes villes, mais il faut voir à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, c'est pour ça que j'ai cité le Sud, le Grand Sud, là où les structures hospitalières ne sont pas très très nombreuses, donc cela implique aussi le recours à des chirurgiens sur place. C'est ça. Donc les chirurgiens ont tendance à se déplacer dans les lieux de circoncision collective. En tout cas, on espère qu'il n'y aura pas d'incident cette année. Inch'Allah. Voilà, Dr Haïkel Mbarek, je rappelle que vous êtes donc dans une spécialité de chirurgie générale et que vous nous avez permis d'avoir toutes les recommandations nécessaires à cet acte chirurgical. Je le répète, c'est un acte chirurgical à part entière, donc que les parents soient vigilants. Donc, ce qui ne nous empêche pas de leur souhaiter vraiment de transmettre tous nos vœux à tous ces nouveaux circoncis. Tout à fait, et puis une très bonne fin de Ramadan, et surtout à la Qadr où il continuera beaucoup un maximum de circoncision et souhaiter un bon Aïd à tous les spectateurs et à tous les Algériens. En tout cas, merci infiniment, docteur, pour cet éclairage. Merci à ceux qui sont avec nous et donc les parents qui s'apprêtent justement à vivre ce moment particulier avec leurs enfants. Félicitations et Alf Mabrouk. Alors, tout de suite, nous allons continuer de parler des préceptes de notre religion, mais différemment, à travers un homme justement de lumière. Il s'agit de Cheikh Abdelhamid Ibn Badis qui a posé les premiers jalons de l'éveil intellectuel
modèle de l'éveil et aussi de la résistance intellectuelle face à la colonisation qui avait imposé à notre peuple tout un système d'acculturation. Nous allons voir l'évocation et le parcours de Cheikh Ibn Badis grâce à ce reportage portrait dressé par Sophia Chouban. Grand érudit religieux, Abdelhamid Ben Badis incarne la figure emblématique du militantisme et du réformisme religieux. Né à Constantine en 1889 dans une famille bourgeoise et citadine, il a reçu une éducation religieuse qui va lui permettre plus tard de fonder les assises du mouvement des oulémas. C'est en 1908 que Ben Badis entame ses études à la mosquée Zaytouna à Tunis, qui à l'époque fut un grand centre de savoir islamique. Et c'est dans cette ville qu'il rencontra de grands savants musulmans qui façonnèrent sa personnalité. De retour en Algérie, Ben Badis commence à enseigner à la grande mosquée de Constantine, puis créée à partir de 1925, Al-Muntaqab, le journal Shihab et Al-Basal. Cheikh Abdelhamid Ben Badis se lie d'amitié avec Cheikh Al-Bashir Al-Ibrahimi, avec lequel il lance le mouvement réformiste religieux. De par son esprit d'ouverture, il pense le nationalisme comme un retour aux préceptes de l'islam en l'adaptant à la modernité. En 1936, Ben Badis participe au Congrès musulman algérien qui sera dissous en 1937 par les autorités coloniales. Il faut savoir que ce penseur réformiste a été à la tête de l'Association des oulémas musulmans algériens, créée en 1931 avec bon nombre d'érudits, d'imams et d'hommes politiques. En ce temps-là, Ben Badis prônait un malékisme modéré et n'hésitait pas à contribuer à la renaissance de la personnalité algérienne, sans trop la diluer dans l'occidentalisme. Ce penseur avisé qu'était Cheikh Ben Badis menait une campagne contre l'analphabétisme et considérait que l'instruction des filles était primordiale. La préoccupation majeure de Cheikh Abdelhamid Ben Badis était de fonder une action militante par la voie pacifique, l'éveil de la conscience nationale. En effet, Cheikh Ibn Badis était ce prêcheur réformateur qui a révolutionné justement les esprits en Algérie, qui a permis justement d'asseoir l'ère de la lumière et des sciences et de la connaissance dans notre pays. Et justement, depuis son départ, un 16 avril 1940, on célèbre la journée de Yawm al-Ilm, ou la journée du savoir, qui coïncide avec la date de la disparition de ce leader musulman émérite, donc qui a marqué les esprits, qui est un des rares justement réformateurs du monde arabo-musulman. Aujourd'hui, nous célébrons cette journée de la connaissance ou du savoir le 16 avril avec justement des recommandations particulières, des recommandations qui nous amènent à penser technologie, à penser innovation. Et justement, dans ce cadre et dans ce sillage, nous avons choisi d'inviter pour nous accompagner ce matin donc Madame Maya Sherfaoui. Madame Maya Sherfaoui est sous-directrice de la valorisation des résultats de la recherche et de la vulgarisation auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On est ravis de vous recevoir. Bienvenue, Sahar Mdanek. Merci, bonjour, Sahar Mdanek à tous et je vous remercie pour l'invitation. Oui. Est-ce que Ramadan favorise justement le travail de la recherche? Bien sûr, le Ramadan n'est pas ce n'est pas un frein, au contraire. On redouble d'efforts pendant le Ramadan pour favoriser
Excellent. Donc voilà, votre mission au sein du ministère, justement, c'est la valorisation des résultats de la recherche. Il faut dire qu'en termes de recherche, on va parler de ce choix cette année de mettre en avant un aspect en particulier. Effectivement, cette année, en fait, toute l'année, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a consacré l'année 2023 à l'intelligence, à la thématique de l'intelligence artificielle. Effectivement, au niveau planétaire, il y a une compétitivité, une concurrence au niveau de l'IA. Absolument. Et l'IA, elle apporte vraiment des opportunités pour la résolution de problèmes, la prise de décision intelligente, augmente l'efficacité. Elle est au centre, en fait, de l'industrie 4.0. Elle a plusieurs applications au niveau de l'agriculture, de la médecine, du transport, de l'énergie, de la santé. Et effectivement, il ne faut pas qu'on soit justement... c'est une évolution qui fait peur, c'est ce que vous voulez dire. Il ne faut pas qu'on soit effrayé. Non. Justement, il ne faut pas qu'on soit à la traîne en retard. Donc justement, c'est la sensibilisation et la promotion de l'intelligence artificielle au niveau du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et d'ailleurs, même, il y a eu 5 maisons de l'IA qui ont été créées justement pour promouvoir cette thématique. Il y a au niveau de la faculté de l'Université d'Alger 1, c'est au niveau du tunnel des facultés. Oui. Donc c'est accessible au public, c'est accessible à tout le monde, à ouvert. Il y a au niveau de l'Université d'Oran 2, il y a au niveau de l'Université de Ouergla, de Annaba et de Constantine 3. Très bien. Donc justement pour promouvoir. Il y a aussi au niveau de toute l'année des conférences débats sur l'intelligence artificielle avec des activités. Et hier, c'était justement la célébration de Yawm al-Ilm. Alors, cette célébration s'est déroulée justement dans un centre dédié à la recherche, le CTDA, c'est ça ? Oui, c'est le Centre de développement de technologies avancées. Il développe des technologies de pointe sur plusieurs domaines pluridisciplinaires. Ça va des nanotechnologies à la robotique, plasma et laser et bien d'autres. La réalité virtuelle aussi. J'imagine que les débats furent super intéressants, notamment pour ceux qui sont en pleine recherche dans leur laboratoire. Ça a permis un petit peu une rencontre exceptionnelle. Alors, hier, en fait, ça a été célébré au niveau du CTTA et ça a été organisé conjointement avec d'autres ministères. Il y a le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Solidarité et le ministère de l'Économie, de la Connaissance, des startups et des micro-entreprises. Donc c'était vraiment, il y a eu des stands exposés, que ce soit du CDTA, mais aussi des startups. Il y avait des enfants d'école primaire, donc que l'éducation avait invité, qui avaient développé des inventions, des petites maquettes. Qui avaient déjà des graines d'inventeurs en eux. C'est ça, la fibre, et c'était vraiment des petites pépites en fait qui nous ont ramenés. Et puis il y a eu les clubs scientifiques, notamment ceux de l'USTHB. J'imagine l'école polytechnique qui est toujours présente. Oui, bien sûr, l'école Polytech. Il y a les I également, qui, ils n'étaient pas exposés au niveau des stands, mais qui développent aussi tout ce qui est intelligence artificielle. Effectivement, il y a les I aussi qui est une école. Il y a l'école de l'intelligence artificielle aussi au niveau de Sidi Abdallah. Donc, une école de l'intelligence artificielle qui permet justement de focaliser la recherche autour de cet aspect qui gagne du terrain, vous le disiez tout à l'heure, à travers la planète. C'est vrai qu'il y a de grandes firmes qui se disputent justement les innovations en matière d'intelligence artificielle. On a vu l'ouverture de ChatGPT au public. Du coup, ça fait peur aux journalistes, non? Oui, le ChatGPT avec une application de contenu texte, en fait, de création de contenu texte. Absolument, absolument. Le monde de la littérature subira certainement des changements, celui de l'écriture des scénarios également. Et c'est vrai que ça permet de développer des idées incroyables. Le monde aussi de l'image a été révolutionné par certaines applications intelligentes. Les photos, où on ne sait pas si c'est de la réalité ou de l'intelligence artificielle. Elles sont tellement bien faites qu'il y a aussi l'entreprise chinoise qui a un PDG issu de l'intelligence artificielle. Il y a des journalistes qui présentent le journal déjà en Corée et voilà, de l'intelligence artificielle qui conçoit tout un journal. Donc on va se passer bientôt de nous, des journalistes. Voilà, on va placer comme ça des petits mannequins en 3D qui vont
justement donner le journal, les news, et puis synthétiser les news et les traiter, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'intelligence artificielle. C'est l'ensemble des méthodes et des techniques qui vont permettre de simuler l'intelligence humaine dans tout ce qui est apprentissage, raisonnement, prise de décision, dialogue, reconnaissance du langage, etc. Voilà, c'est vrai que ça fait peur. On avait vu ça dans les films de science-fiction il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, on y est. L'intelligence artificielle a été bel et bien introduite dans le quotidien de l'humanité tout entière. Et bien sûr, l'Algérie n'est pas en reste. On essaie de développer cet aspect chez nous. Et bien sûr, qu'en est-il de qu'est-ce qui ressort de cette belle rencontre? Qu'est-ce qui a retenu votre attention en particulier? Alors, en fait, au niveau de la rencontre, il y a eu des centres d'exposés et puis il y a eu une conférence sur l'intelligence artificielle et puis il y a eu des prix remis, soit au niveau de l'université. Nous, au niveau du secteur de l'enseignement supérieur, on a donné des prix aux universités qui ont fait le plus de brevets et de start-up. La création de start-up et de labels, c'est l'université de Msila. Et puis, au niveau des centres de recherche, c'est le C2R, le Centre de développement et d'énergie renouvelable. Et puis, au niveau le ministère de la Solidarité aussi a donné des prix à des enfants parce qu'il y a eu, pendant ce jour-là, un jeu concours pour les enfants sur la réalité virtuelle. Et donc, il y a eu les lauréats ont eu des prix. Et donc, en fait, ce qui m'a marqué au niveau de cette journée, c'est justement c'est génial, voilà, cette synergie, que ça va de l'enfant jusqu'à l'adulte, le chercheur, le professeur. Et donc, tout le monde crée, tout le monde est capable d'inventer et de créer, voilà, justement. Voilà. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas hier, puisqu'en fait, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est le ministre qui a lancé l'ouverture de la semaine intelligence artificielle. C'est-à-dire, c'est tous les établissements d'enseignement supérieur et puis les centres de recherche qui a un programme riche toute cette semaine avec des conférences débats, des démonstrations. Et puis les centres de recherche, il y en a 19 au niveau de notre secteur, répartis sur tout le territoire national, qui font des journées portes ouvertes. Très bien. Donc il y a des conférences. Étalées sur toute la semaine. Oui, alors certains c'est sur 2 jours, d'autres c'est sur toute la semaine. Donc j'invite le secteur socio-économique, les entreprises, les étudiants, les chercheurs à vraiment consulter, à aller vers ces établissements, cette opportunité. Et de visiter le centre, de ce qui est possible. Oui, ce qui peut nourrir le développement justement technologique chez nous, effectivement. Voilà, donc le programme est disponible sur leur site web, sur les réseaux sociaux. Tout le monde a une page Facebook, donc j'espère qu'ils seront nombreux à rejoindre tous ces centres de recherche et ces laboratoires qui ouvrent leurs portes justement pour permettre de découvrir toute cette intelligentsia, tout ce savoir-faire algérien. Merci infiniment en tout cas d'avoir été avec nous avoir permis de marquer la journée du savoir de 1940 à aujourd'hui, donc c'est presque un siècle qui est passé depuis Cheikh Abdelhamid Ben Beziz. C'était notre manière de vous dire voilà où on en est, question savoir, question connaissance et question technologie en Algérie. Merci beaucoup à vous, à Maya Chalfaoui. Vous êtes, je le rappelle, sous-directrice de la valorisation des résultats de la recherche et de la vulgarisation. Leur vulgarisation, en l'occurrence, c'est auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique que vous exercez. On a été ravis de vous recevoir. Bon vent pour tout ceci. Merci à vous. Bonne continuation. Et puis, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, on continue jusqu'à 10h30. Donc, avec nos amis qui viendront me rejoindre dans un instant. Il s'agit de Myriam Yezidait Mahiddin, Myriam Moussaïd et Jawdet Gessouma. Donc, c'est tout de suite après ceci. La numérisation est bel et bien engagée dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 6 nouvelles plateformes viennent s'ajouter à celles déjà existantes afin de moderniser le secteur et promouvoir ainsi l'innovation. Dans le cadre de la concrétisation du plan stratégique de numérisation lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique depuis novembre 2022, plusieurs plateformes numériques ont été lancées, offrant ainsi des opportunités de service aux différents acteurs universitaires, à savoir les étudiants et les différentes administrations.
Ces nouvelles plateformes proposent des services en matière de gestion des ressources humaines, de bibliothèques universitaires, d'hébergement, de suivi des investissements du secteur et de la formation doctorale initiale, en plus d'une plateforme destinée aux élèves de l'enseignement secondaire. Nous avons 3 plateformes dédiées aux étudiants et 3 autres dédiées à l'administration. La plateforme Is'alni pour les futurs bacheliers qui pourront s'informer de toutes les formations universitaires proposées. La plateforme PADOC dédiée à l'enseignement à distance des étudiants en première année doctorat. Une autre plateforme pour la gestion de l'hébergement des étudiants. Concernant l'administration, nous avons une plateforme de gestion des ressources humaines, une autre pour la gestion des bibliothèques. Le lancement de ces nouvelles plateformes vise à accompagner la formation des enseignants et la numérisation pour soutenir la réussite des étudiants, ainsi que la numérisation au service des activités de recherche. Voilà de très belles images pour introduire la présence parmi nous de Mariam Moussaïd qui, elle, nous parle... oui. Et puis, qui est en osmose de par sa tenue également, donc toute fleurie. Bienvenue Mariam Moussaïd, ça va? La baisse. Alhamdoulilah. Bienvenue à Jawdet également. Bonjour. Jawdet pour les bonnes feuilles qui va nous développer plusieurs thématiques. On va en parler dans un instant parce que vous ouvrez le bal dans cette séquence. Et puis Yazid. Bonjour Yazid. Ah, vous me saluez avec votre verre, c'est gentil. Honneur aux dames. Ça va? Ça va. Après un bon week-end, j'espère. Oui, j'ai été à Beloued, un peu partout. D'accord. On a essayé de voir un peu l'animation. C'est excellent, c'est excellent de participer à toute cette synergie du mois de Ramadan. C'est magique, il y a de beaux événements culturels dans tout Alger. Il faut en profiter jusqu'à la dernière minute. Il nous reste encore quelques jours dans ce mois de Ramadan. Alors Jawdet, on a parlé de Cheikh Bloubadis tout à l'heure, un homme érudit, un homme de foi, un homme de savoir, mais je crois savoir que vous aussi, vous allez nous évoquer une autre personnalité du monde musulman. Oui, Ibn Khaldoun. À travers un livre, je ne voulais pas citer la Muqaddima, Kitab al-Ibr et tout, parce que ce sont ses œuvres majeures. Ce sont ses œuvres majeures. Et donc, pour ceux qui veulent le connaître, il y a un excellent livre, j'ai la deuxième édition. La première a été faite chez Shihab, là c'est l'édition de Dar al-Athmaniya. Ibn Khaldoun, donc nouvelle du Maghreb au XIIIe siècle. Donc un excellent ouvrage qui résume, c'est un condensé de toute son œuvre. Et donc on a les pistes pour justement aller entrer après dans la grande œuvre d'Ibn Khaldoun, écrit par Mohamed Saouli, donc qui est ingénieur dans le secteur public de l'énergie.
et qui nous a fait donc un superbe condensé. Je vais perdre mes plumes, comme on dit. Voilà. Donc un superbe condensé de ce travail où il nous explique vraiment sur plusieurs points. C'est des points. Donc la pensée d'Ibn Khaldoun qui est vraiment le précurseur de la sociologie moderne, mais à travers l'histoire. Lui, il a été historien et la sociologie a été une technique, si vous voulez, pour rentrer donc il est humaniste, universaliste, tout ça. Il parle des villages, de la science, de la puissance, de la soumission, le pouvoir, la royauté, la religion. Et donc c'est vraiment Ibn Khaldoun, Nouvelles du Maghreb du XIIIe siècle. Excellent ouvrage à redécouvrir. Donc Ibn Khaldoun qui ne reste plus à présenter, Abou Zayd Abdelrahman Ibn Khaldoun al-Hadrami, né à Tunis le 27 mai 1332 d'une famille andalouse venue de Séville, originaire de Karouna. Donc ses ancêtres appartenaient à la tribu arabe yéménite de Kinda, de Hadramout, venu du Hadramout. Il a été élevé dans une famille de grande culture. Son trisaïeul est décédé d'Aïra Bouna, à l'actuel Annaba. Et il a bénéficié donc vraiment d'un enseignement fabuleux. Et tous ces grands savants musulmans, autres, mais ce qui lui concerne, les grands savants musulmans, c'est par leur pérégrination qu'ils ont fait de leur savoir. Et Ibn Khaldoun a beaucoup voyagé, observateur de la société en général, et même des civilisations, pas seulement de la société qu'il a fréquentée. Il aurait pu être chroniqueur. Hein. Il a été chroniqueur parce qu'on a beaucoup de choses, par exemple sur Zéliab, sur Al-Mawsili, sur les pouvoirs en place, sur les tribus, sur la ruralité, l'urbanisation, l'urbain, le déclin de certaines civilisations, l'essor d'autres et tout. C'était assez intéressant quand même de redécouvrir son œuvre. Parce que c'est incroyable quand on voit aujourd'hui le cheminement de nos civilisations ou de nos cultures tout simplement, nous allons retrouver des indices, des indicateurs. Il est toujours cité en référence par rapport à la sociologie. Voilà, la sociologie a ses indicateurs. L'archéologie également. Voilà. Ce qu'on appelait avant l'Imran. Oui. L'Imran, oui, et donc il parle de la ruralité, de l'urbain, du choc entre les deux, de la capacité de l'urbain à vivre des choses que le rural ne peut pas, et vice-versa. Donc même il parle des héritages, il parle de la culture, il parle des cultes. De la culture, à la lumière aussi de l'islam qu'il met toujours en avant, de la tradition prophétique mahométane. Et c'est vraiment très intéressant. On redécouvre à chaque fois. Là, donc on rappelle l'ouvrage, condensé. Oui, voilà, donc le condensé Ibn Khaldoun, Nouvelles du Maghreb au XIIIe siècle, écrit par Mohamed Saouli pour cette version, aux éditions L'Uthmaniya, donc chez 600 dinars, tout le monde peut le trouver partout. Voilà, donc... il est peut-être arrivé au salon du livre de Haïti, non? On ne peut pas le savoir. Avant, il y a le mois du... Oui, bien. Bon, allez, on va aller sur le salon d'Haïti. Donc, oui, donc... Non, c'est pour relier le livre. Là, tout est en général lié au livre. Toutes mes interventions sont en général, d'une manière ou d'une autre, liées au livre ou au mot. Oui, voilà. Absolument. Donc, le salon du livre d'Haïti, qui pour sa 3e édition va accueillir beaucoup d'écrivains. Mais cette année, donc du 27 au 29 avril, donc ça sera Inch'Allah la semaine prochaine, dédié aux écrivains. D'abord, c'était donc le salon du livre Mouloud Mamri est dédié aux écrivains du cru. C'est-à-dire Mouloud Mamri, Mouhia, Chaban Ouhioun, Mohamed Arkoun,
Et donc là, ce salon du livre va donc... là, c'est une affiche de Denis Martinez, qui est un enfant chéri du cru d'Etienne et du festival d'ailleurs Raconta, qui était un festival... Voilà, il y a Arsqi Metref comme écrivain, mais je pense que vous confondez avec El Hassan Metref, qui est l'organisateur Non, je parle d'écrivain. D'écrivain, il sera certainement Imam Hakim Metref, qui est journaliste dans un quotidien national. De toute façon, toute cette famille est une famille de lettrés avec... le père, le patriarche, qui était Ammar, Da'mar, comme on l'appelait, qui ont produit vraiment beaucoup de choses. Et donc, Etienne sera du 27 au 29 avril prochain, disons la capitale du livre, et avec plein d'événements, plein de petites choses qui vont se passer. En prélude au Salon du livre de Boudjima qui se fera en mai. Et ensuite, le salon de Tixirt qui se fera en juin avec un hommage appuyé à Tahar Djaoui. Le salon de Wassif aussi. Oui, je pense que ça sera vers juillet, je pense. Parce que Wassif, comme il vient de... Bon, Tixirt, c'est la première édition cette année. Et Wassif, je pense que ce sera la deuxième édition. Le relais en été. Le relais. Donc, rencontrez Kabyle, vous allez vraiment vous régaler. Question livre, parce qu'il fera beau, et l'accueil est formidable. Et puis, il y a plein d'auteurs qu'on découvre. C'est vraiment toute une synergie comme ça autour du livre qui est très, très, très intéressante. Donc, rendez-vous est pris dans les monts de Djurdjura et ses environs. Voilà. Puis après, un petit départ encore sur la côte algérienne vers Ténès. Très bien. Où il y aura la célébration du mois du patrimoine, donc qui démarre du 18 avril au 18 mai, avec cette fois un concours sur le petit archéologue. Donc c'est bien, c'est inédit cette fois. Donc la Wilaya de Chlef va un peu célébrer le mois du patrimoine à travers plusieurs manifestations. Mais moi, celle qui est liée au livre, lié au livre, donc c'est le lancement du petit guide archéologique. Donc c'est des petits doigts, ça s'appelle les petits doigts pour valoriser notre patrimoine. Donc jusqu'au 18 mai, tous les enfants de moins de 16 ans peuvent présenter un travail, soit une maquette, soit une petite vidéo, soit un texte sur l'archéologie. Et donc les organisateurs ont mis des thèmes. Donc, c'est les visites guidées à travers Sidi Maïza, Aziza et Sidi Blabbas, qui sont des sites chez les Fiens, voilà. De toute façon, en parcourant la rue nationale numéro 11, il y a beaucoup de choses à voir. Oui, qui traverse tout le Dara, d'ailleurs, la numéro 11 traverse tout le Dara à partir de Blida jusqu'à Intmouchent. Oui, sur la côte, il y a beaucoup de choses à voir. Et donc, sur la côte, il y a énormément de... Et donc, les grands... Voilà, la Ziza, tout ça, donc c'est la mosquée de Sidi Maïza aussi, et donc tout ça, Bourj El Roula et tout, donc tous ces sites, même les Fogara, même la Sbeiba, c'est-à-dire ce n'est pas limité. Ils peuvent parler de tous les aspects du patrimoine. Ils peuvent parler de tout ça, du patrimoine, et ils auront bien sûr des prix. Et voilà, donc pour incarner le patrimoine et sensibiliser les enfants sur les immenses trésors que recèle notre immense pays. Bien, donc on revient à l'intelligence artificielle, brièvement, à travers des nouvelles créations. Alors c'est fulgurant, ces découvertes. Il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle pour produire il y a des bibliothèques qui sont créées, des bibliothèques gonflables dans les arrêts de bus. Ça va bientôt envahir l'Europe et c'est des choses qui sont très mobiles. Donc là, on est sur l'intelligence artificielle, sur le livre audio. Il y a une nouvelle, d'ailleurs, on voit un squelette exprès, un squelette face à un ordinateur, parce qu'aujourd'hui, les droits d'auteur
en général d'une voix vivante vont jusqu'à 70 ans. Donc, pour compenser ce problème de droit d'auteur, les inventeurs de l'intelligence artificielle ont créé des voix artificielles. Donc, vous avez des livres audio aujourd'hui. Il y a tous les grands tous les grands monstres labels, qui nous font peur aujourd'hui sont en train de développer, ils ont développé de toute façon cette technologie où ils reproduisent un livre audio à une vitesse fulgurante. C'est-à-dire quand vous avez un e-book, tout de suite, le livre peut être reproduit d'une manière quasi immédiate et vous avez le livre, la version audio avec une voix, un robot, une voix artificielle. Et c'est moins coûteux. Et c'est moins coûteux et pour les droits d'auteur, on va, on va repasser. On va finir par fermer les portes. Voilà, c'est un peu dangereux quand même. Il y a tout un patrimoine à gérer en fait. En fait, Yazid aussi a ses petits choix et ses petits coups de cœur aujourd'hui. Oui, moi j'ai commencé par le mois du patrimoine, bien sûr avant le mois du patrimoine, puisque le 13 avril dernier, il y a eu donc inauguration, réception plutôt de deux grandes maisons de la période coloniale de 1886 au 7 bis, rue Ouslibani, ex-rue Les Arts, dans la basse Casbah. Donc il y a eu ces deux maisons qui ont été restaurées et réceptionnées à l'occasion du mois du patrimoine. Voilà, à l'occasion du mois du patrimoine par la wilaya d'Alger. L'une des maisons a été jadis, je pense, elle était le siège de... Elles sont belles, hein? Oui, elles ont été restaurées récemment, donc à la basse Casbah, et c'était le siège le service de l'art traditionnel que présidait à l'époque Mahidine Bechtazi. Je voulais parler également de la reconstitution faciale aussi aujourd'hui, puisque des Brésiliens ont réussi pratiquement à mettre une photo sur la tête d'un ancien squelette qui remonte à plus de 3000 ans, donc avant notre ère. Et c'est grâce à la technologie de reconstruction faciale, médico-légale, faciale médico-légale. Donc en fait, c'était dans les années 80 en Égypte, puisqu'ils ont dépoussiéré deux squelettes, et par la suite, ces deux squelettes ont été, aujourd'hui, je pense qu'ils sont du côté du Musée national du Caire, et des Brésiliens sont arrivés pour travailler sur ces deux têtes, en empruntant bien sûr les technologies de la reconstruction faciale. En fait, c'était quelque chose d'extraordinaire, puisque maintenant... la technologie le permet. Oui, l'humanité aura le cadre du premier homme de 1300, mais on peut se faire une idée du visage de nos ancêtres. Du visage de nos ancêtres, nos aïeux, effectivement, c'est très intéressant. Voilà. Et puis là, des fois sur les fresques, c'était pas, on va dire que c'était pas vraiment ressemblant à ce qu'on voit par exemple dans les pyramides d'Égypte et tout. Oui, ils se mettaient toujours, les pharaons étaient mis comme ça avec selon de très beaux profils, des canons de beauté bien précis, mais peut-être qu'avec leur squelette, on finira bien par voir exactement à quoi ils ressemblent. Oui, donc il y a une grande polémique par rapport à ça. Ouais. Et là, finalement, avec le travail des Brésiliens, qui sont forts en photographie, pas uniquement en foot, mais en photographie également, donc ils ont réussi, grâce à la technologie de la reconstruction faciale, donc ils ont réussi quand même c'est comme le travail. À reconstituer, nous donner un Ils ont même travaillé sur la peau, comme ils le font, par exemple, dans la médecine légiste, etc. Donc, et puis maintenant, je vais parler des drones, puisqu'il y aura prochainement l'école supérieure des systèmes de drones en Algérie. Donc, hier, le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Kamel Bedari, a annoncé la création de cette école. On attend uniquement pour l'année prochaine, déjà pour l'élaboration des programmes, des cahiers de charges et puis des moyens humains et matériels pour lancer cette école qui sera prévue pour l'année prochaine, puisque déjà on a l'école supérieure de l'intelligence artificielle et prochainement, donc pour la rentrée universitaire prochaine, il y aura l'école supérieure des systèmes
de drones. Il y a eu la création de 8 écoles supérieures, juste entre l'année passée et l'année prochaine. Voilà. Il y a la création de 8 écoles supérieures, qui est quand même un signe de... Et puis, restons dans l'espace, dans la technologie, puisque la première femme qui survolera la Lune s'appelle Kristina Koch. Elle sera donc dans la mission Artemis 2, et cette femme qui a 44 ans, et qui a été dans la 13e promotion de la NASA, se prépare pour survoler la Lune. Bon, ils ne vont pas marcher. C'est pratiquement un demi-siècle après Neil Armstrong. C'est cette femme, donc. Mais simplement, ils ne vont pas marcher sur la Lune, mais ils vont juste survoler. Et puis, grâce à une capsule où ils ont un écran, ils vont pratiquement capter des images de la Terre, visualiser la Terre, etc. Donc c'est la première fois que Ève sera sur la Lune et elle va redescendre 8 jours après, je pense, après le capsule sera largué dans le Pacifique. Moi, j'attends toujours de voir un autre humain sur la Lune. Hein. C'est... oui. Oui, c'est pas Hollywood. Ça nourrit beaucoup de polémiques, effectivement. Ça confirme que c'est Hollywood, en fait. Ah ouais, ma grand-mère me l'avait dit il y a longtemps, mais bon, je ne l'ai pas cru. C'est une matalhette. Point d'interrogation, un grand point d'interrogation, effectivement. En tout cas, voilà, on verra. Voilà, et puis pour terminer, il y a une petite image toute mimi, donc c'est... il y a une musique aussi. Oui, en fait, c'est cette photo de Boualem Titich. Ah. Nous allons voir cette photo de Boualem Titich suite à une fête de circoncision. Donc, je voulais terminer par cette photo. Et ils étaient élégants, hein. Ils étaient super élégants. Regardez-moi ces petits bambins. Il y a un café sur la place Emir Abdelkader où il a travaillé, semble-t-il, puisqu'il y a la plaque qui dit ici, Boualem Titich a travaillé. Voilà. Donc, c'est à voir sur la place Emir Abdelkader. Moi, j'ai en tête la scène culte de Hassan Tero. Oui, chez Boualem Titich. Oui. Il a été formidable. Pourtant, c'était un chant guerrier, la zone. Hein. Oui. C'est drôle comment l'histoire... Absolument, ça accompagnait un petit peu les fantassins turcs. C'est ça. Voilà. En tout cas, voilà, on arrive à Mariam qui se prépare à nous parler des vertus de... le point d'interrogation. Je vais te faire comme la semaine dernière. Si je te dis... Allez, une devinette de plus. Une devinette. Si je te disais que c'est un incontournable de l'Aïd, et surtout Aïd al-Fitr. Kaukau. Les amandes. Les dates, les amandes. Les amandes. J'ai gagné. Les amandes. Avec le prix des amandes, je pense que c'est plutôt les cacahuètes. Plutôt les cacahuètes. C'est un substitut plutôt, les cacahuètes. C'est un substitut un peu. Qu'est-ce que je gagne, Mariam? Je gagne un kilo de cacahuètes? Non, des cacahuètes. D'amandes. Les amandes, effectivement, il faut savoir que ces dernières années, le prix des amandes a flambé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Occident, on s'est mis à vanter donc l'amande. C'est vrai qu'elle était connue, qu'elle était utilisée, mais ce qui s'est passé, c'est que arrivé donc toutes ces, on va dire toutes ces pratiques, être végétarien, vegan et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, donc l'amande a été mise à l'honneur avec le lait d'amande, avec les petits voilà, la poudre d'amande, tout ce qui peut remplacer, c'est riche en protéines et tout ce qui s'ensuit. Ça fait qu'elle a été mise en lumière, que sa consommation a augmenté et bien entendu le prix a grimpé. Absolument. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle avoisine les 2000 dinars passés le kilo et tout dépend de la qualité de l'amande. Elle est cultivée chez nous, Elle est cultivée chez nous, effectivement, mais pas en très grande quantité, de façon à subvenir, on va dire, aux besoins on va dire, du pays. Donc on est obligé de l'importer. Généralement, elle vient, à ton avis, d'où? Qui est le premier producteur d'amandes dans le monde? Californie. Yes. Californie. Nous sommes à la même latitude un peu au sud que la Californie, donc nous pourrions très bien produire de l'amande, des pistaches et tout. C'est le même climat. Voilà. Donc la Californie qui est réputée pour avoir ce climat méditerranéen, donc pendant des années ils ont cultivé en fait beaucoup de fruits, entre autres l'abricot et tout. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont Ça c'est l'amande amère.
Voilà, oui, exactement. C'est toujours de la même famille, donc pêche, abricots, amandes et tout. Donc c'est toujours de la même famille. Ils ont eu la fabuleuse idée de se lancer dans la production d'amandes. Et en fait, l'avantage qu'il y avait avec la production d'amandes, c'est que, comparé par exemple aux abricots, c'est qu'on peut la garder pendant des mois. Donc on prend notre production d'amandes, on la met dans un endroit et on la laisse. En fait, elle ne risque absolument rien et on peut la vendre au prix fort quand le marché... Moi, j'adore la fleur. La fleur est magnifique. Effectivement. Donc, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. En fait, pourquoi c'est pas tous les pays qui peuvent produire l'amande? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est parmi les premiers arbres à fleurir. Donc, début janvier, déjà, elle commence à fleurir. C'est pour ça, comme disait, elle pousserait très, très bien chez nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de gelée. Donc, on n'a pas d'hiver vraiment très rude qui risque de faire tomber cette fleur. Et Yazid partagera mon avis, on sait très bien qu'en Kabylie, donc on voit à perte de vue des amandiers amers, ce sont des amandiers amers, mais qu'on peut très très bien greffer et rendre des amandiers de... Je les ai vus du côté de Qal'at Abbas. J'ai vu quand même des amandiers. C'est très beau. Mais il y a toujours eu des amandiers dans certains jardins, mais on en voit de moins en moins. Mais avant, je sais quand j'étais enfant... J'en ai... Exactement, oui, c'est possible. Donc gardez déjà l'arbre et voilà. Le porte-greffe, ça sera l'amandier amer et après greffer de l'amande douce. Voilà. Donc deuxième producteur, Espagne. D'accord, pas loin. Déjà, nous avons aussi la Turquie. Avec le touron, voilà. Le nougat sort de nougat. Qui est en quatrième position, donc la Syrie. La Turquie qui fait des baklava, donc c'est tout ce qui est farci à l'amande et aux fruits secs. Ça ne s'invente pas, c'est-à-dire l'économie vient de la géographie. Baklava. Baklava, pas baklawa. C'est tous les gâteaux qui sont farcis aux fruits secs. Ce n'est pas juste le gâteau triangulaire. Et voilà, et je voulais juste vous parler, alors on va le voir à l'image, donc c'est le sirop d'orgeat. Voilà, un très en Tunisie, c'est très prisé. Très prisé. Avec des petites gars. Donnez-nous la recette. Pas de souci, je vous la donnerai, en coulisses. Mais il faudra payer pour avoir une bonne recette. Quelles sont les vertus de l'amande finalement? Eh bien, alors les vertus de l'amande, beaucoup de fibres, beaucoup de minéraux, beaucoup de la protéine aussi. Donc elle est vraiment connue pour. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, elle est très prisée. Donc de la protéine, on sait très bien qu'elle cale. Donc il faut une petite poignée, entre 20 et 30 grammes d'amandes par jour. Donc ça suffira à couvrir les besoins énergétiques. C'est aussi un excellent coupe-faim. C'est pour ça, c'est pas une légende. Hein. Quand on dit manger quelques amandes, vous aurez tout de suite la sensation de satiété. Voilà. Et bien entendu aussi quelque chose qui est très très difficile à trouver, c'est les oméga 9. Et voilà. Donc voilà pourquoi c'est vraiment très riche pour la peau. Très riche pour la peau. Et nous on le savait depuis la nuit des temps, puisqu'on sait très bien qu'elle vient du Moyen et de l'Extrême-Orient. Et nous depuis la nuit des temps, elle garnit que ce soit nos tables, nos gâteaux salés et sucrés. Voilà. Et on utilise l'huile d'amande douce justement pour préserver nos peaux. Exact. Merci infiniment Mariam, c'est très instructif. Je dormirai moins bête ce soir. Tout ça avec l'apport de tout le monde. La belle table justement. Donc, et puis les belles présences qui sont avec moi ce matin. Merci les amis. Merci également à tous ceux qui nous ont